Merci beaucoup, Mathilde, et merci à toi de cette invitation, de cette présentation très généreuse, et de me donner l'occasion de discuter avec vous de cette réflexion qui est plus un programme de réflexion collective, je dirais, avec des outils qu'on peut avoir en tant que. Moi, je suis aussi formée en théorie littéraire et puis en philosophie, et puis après, je me suis orientée vers la sociologie. Et donc, j'ai travaillé sur la dimension historique aussi. Et donc, il faut que je précise que c'est un ouvrage qui m'a été commandé. Jamais j'aurais eu l'idée de faire un livre là-dessus, en fait. C'est une éditrice au seuil qui a eu l'idée que c'est. Enfin, il cherchait quelqu'un pour discuter de ça, et elle a lui dit que je serais la bonne personne pour le faire. J'ai mis beaucoup de temps à lui dire oui. Et puis après, j'ai dû l'écrire très très vite parce que je m'étais engagée à le rendre. Voilà. Donc, si je comprends bien, un certain nombre d'entre vous l'ont déjà lu. Alors, je vais peut-être aller un peu vite mais je vais juste récapituler un peu les grandes lignes et ouvrir la discussion. J'essaie de ne pas être trop longue. C'est pas évident parce que bon, c'est un livre court, mais je pense qu'il est assez dense sur les parties théoriques et sur les débats. J'ai essayé de synthétiser, mais c'est des débats complexes. Oui, c'est pas ça, forcément. Je me suis mis sous le nez pour le voir aussi. Voilà. Donc, je pars de la question de Foucault. Qu'est-ce qu'un auteur? Et Foucault avait répondu à cette notion de fonction auteur. Qu'est-ce que c'est qu'un auteur? Un auteur, avant d'être quelqu'un qui s'approprie une série de textes qu'on lui attribue, en fait, on les lui attribue du point de vue juridique, avant tout, du point de vue pénal. C'est cette phrase de Foucault, avant d'être un bien, le discours a été un acte susceptible d'être puni, hein. Voilà, et remonter ça à l'édit de Chateaubriand, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est l'idée que l'auteur est obligé d'apposer son nom avec celui de l'imprimeur sur la couverture du livre, pas pour pouvoir en tirer un capital symbolique, un profit symbolique, mais pour pouvoir être poursuivi en cas de transgression du discours autorisé. Et c'est ensuite, au XVIIIe, on peut dire qu'il y a une sorte de renversement et de réappropriation de l'œuvre comme propriété littéraire et intellectuelle. Et en fait, la notion d'auteur et d'œuvre telle qu'on la pense aujourd'hui est quand même très liée à cette période, à cette appropriation de la propriété littéraire, la propriété intellectuelle. Donc en Angleterre, c'est le Copyright Act de 1710, et puis en France, c'est le décret royal de 1777, mais qui va être réactivé, enfin adopté par les lois révolutionnaires de 1791 et 93, non sans un débat assez âpre sur est-ce que les idées appartiennent à tous. C'est un débat d'ailleurs qui revient aujourd'hui, et est-ce que l'auteur, l'appropriation par l'auteur, c'est un privilège, ou est-ce que l'auteur a le droit de tirer parti? Est-ce que c'est une propriété comme les autres, et est-ce que l'auteur a le droit de tirer parti de son travail, en fait. Voilà, donc cette tension entre travail, propriété et service, parce qu'il y a aussi le service de la nation qui émerge dans ces débats. Elle persiste à ce jour, et ça fait aussi des différences entre copyright et droit d'auteur. C'est pas notre sujet, mais c'est quand même important parce que c'est un peu le background aussi pour comprendre la différence des débats. En France, il y a vraiment cette notion du droit d'auteur, de la propriété au sens de l'appropriation personnelle de l'œuvre, d'un lien presque charnel entre l'œuvre et l'auteur, qui va évidemment se prendre importance sous le romantisme. Donc, je travaille un peu, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais sur le nom propre, qui est quelque chose qui m'intrigue et qui m'intéresse beaucoup. Je suis revenue sur les théories philosophiques de la domination. Foucault, il fait aussi référence au début de son article, et moi je me suis intéressée par ailleurs. Il y a un débat philosophique. Est-ce que le nom propre, en fait, c'est une description, comme dans la tradition de Frege, qui
distingue entre sens et dénotation, hein. On peut penser que l'étoile du soir et l'étoile du matin, ça n'est pas, c'est deux choses différentes, jusqu'au jour où on a découvert que c'était la même. Mais le mot étoile du soir ou étoile du matin, c'est une description différente en fait. Si le référent est le même, les expressions ne sont pas interchangeables. Pour Kripke, au contraire, le nom propre, quand on parle du nom propre, c'est un désignateur rigide, c'est-à-dire il est vrai dans tous les mondes possibles. Alors c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça fait au nom d'auteur, ça? Parce que le nom d'auteur, comme on sait, ça peut être un pseudo. Qu'est-ce qu'on fait de Émile Ajar et Romain Gary, hein? Est-ce que Émile Ajar, alors Émile Ajar, c'est l'auteur de La vie devant soi, mais on ne peut pas dire que Émile Ajar est l'auteur des Racines du ciel. Voyez, voilà, donc ça serait une fausse une proposition fausse. Donc ça, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de trancher. On peut voir qu'il y a des usages de ces deux théories, en fait, de manière implicite. Par exemple, quand vous êtes devant un tribunal, bah, que vous soyez appelé Émile Ajar ou Romain Gary, on s'en fiche, on sait que c'est la même personne. Voilà. Donc là, ça ne fait pas de différence. Par contre, littérairement, ça peut faire complètement des différences, puisque Émile Ajar, c'est ce qui a permis à Romain Gary de changer de style, et il en avait marre de remporter une deuxième fois le concours, parce que justement, le jury concours ne savait pas qu'il s'agissait de la même personne, parce que sinon, il ne l'aurait pas obtenu. Bon, là, j'ai cette citation, mais vous l'avez lue, de Chloé Delhomme, que j'aime beaucoup. Voilà, elle dit, je m'appelle Chloé Delhomme, je suis un personnage de fiction, je le dis, je le redis, sans cesse partout l'affirme, je m'écris dans des livres, des textes, des pièces sonores, j'ai décidé de devenir un personnage de fiction quand j'ai réalisé que j'en étais déjà un. Donc, c'est une sorte de critique de la manière dont la société construit l'identité de l'extérieur, et donc l'émancipation de l'écrivaine, c'est d'affirmer une identité fictionnelle, mais qu'elle se construit elle-même et qu'elle va revendiquer. Et souvent, l'auteur, en fait, si vous voulez, c'est une forme paroxystique, mais bon, il y a des auteurs qui jouent tout le temps avec leur nom. Camille Laurence, bon, elle utilise le nom Camille Laurence dans ses romans, dans sa fiction. Parfois, c'est un homme, parce qu'elle joue sur le fait que c'est épicène, enfin voilà. Et donc, moi, pour réfléchir au rapport auteur-œuvre, j'ai construit autour de trois dimensions, le rapport métonymique, le rapport de ressemblance ou métaphorique, et le rapport de causalité, intentionnalité. Donc, le rapport métonymique, c'est celui décrit par Foucault. En fait, Flaubert est l'auteur de Madame Bovary et de l'éducation sentimentale. Si je dis l'auteur de Madame Bovary et l'auteur de l'éducation sentimentale, c'est interchangeable, hein. D'ailleurs, on l'utilise pour varier et valider tout le temps Flaubert dans l'expression. Et donc, Flaubert, ça va être le métonymie ou l'auteur de Madame Bovary pour dire l'auteur aussi de l'éducation sentimentale, aussi de Salammbô et de toutes les œuvres de Flaubert en français et dans toutes les langues de traduction. Donc, le nom d'auteur englobe une série de textes. Et donc, depuis le paradigme romantique et avec le droit d'auteur, il y a une forte identification entre les deux. Sauf que, ce que j'essaie de montrer dans ces trois dimensions, il y a toujours une limite de l'identification. Il y a tout d'abord l'instabilité du périmètre de l'œuvre. Il y a des faux, hein, même en littérature, il y a des faux. Il y a les fameuses histoires de la chasse spirituelle de Rimbaud, qui est un canular, et beaucoup d'écrivains du milieu sont tombés dedans. Il y a des productions que l'auteur va renier ou utiliser un pseudo parce qu'il ne veut pas les revendiquer. Il y a des œuvres retouchées, donc on peut se demander quel est l'original de l'œuvre. Aragon a réécrit systématiquement toute son œuvre. Et puis, il y a des inédits qu'on découvre. On a découvert les cahiers noirs de Heidegger, c'est quand même, et ça a quand même changé toute la perception qu'on avait de cet auteur. On a découvert les 6000 pages de Céline inédites, et donc ça change le périmètre de l'œuvre, et ça peut changer aussi l'image, l'identité de l'auteur, et la conception qu'on a de son œuvre.
Et puis, il y a la question de l'unité de l'œuvre. On en suppose, ben voilà, je vous disais, Romain Gary a dû changer de nom pour changer de style, tellement l'auteur est identifié à un style, à un projet créateur. Et en même temps, parfois, les changements de style, ils existent et ils dérangent tellement qu'il faut désigner des périodes dans, voilà, donc Picasso, on connaît la période bleue, la période rose, la période cubiste, parce qu'il change tout le temps de style. Heidegger, on parle de avant ou après le Kehre, le tournant. La question de l'unité de l'œuvre, elle se pose aussi dans le cas, par exemple, de Céline, où elle se demande si les pamphlets font partie de l'œuvre littéraire. Donc, Céline les publie, pour lui, ils font complètement partie de l'œuvre, c'est complètement dans la continuité. Mais après la guerre, quand ça commence à nuire à sa réputation d'écrivain, désormais, c'est lui qui demande le retrait la propriété littéraire, le droit d'auteur, ça suppose aussi le droit au retrait. C'est lui, c'est pas, les pamphlets ne sont pas censurés, c'est lui qui les a retirés alors ici, ils sont reparus au Québec, on pourra en parler de cette affaire, mais voilà. Donc la question, est-ce qu'il fait partie de l'œuvre? Et bon, il y a le cas de Émile Nolde, cet artiste allemand qui était un peu la figure de l'art dégénéré. Ah oui, pardon, j'ai oublié parce que des images qu'on ne peut pas mettre dans un livre, on peut le faire dans un PowerPoint, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on fait des pamphlets de Céline qui nous rappelle quand même tous ces engagements antisémites. Et ça, c'est la réédition québécoise qui avait fait, qui avait conduit Gallimard à vouloir s'empresser de faire aussi une version française. Et il y a eu un lever de bouclier dont j'ai fait partie contre ça. Et on pourra en discuter si vous voulez. D'ailleurs, même le titre d'écrit polémique, c'est tellement ambigu d'appeler ça écrit polémique, alors que ce sont des pamphlets antisémites. Enfin, voilà. Ah, il ne veut pas continuer. C'est pas la pile. Ah, alors là, je suis loin de la machine. Remarque, si on. Éteins-le, rallume-le peut-être. Non, tu me demandes trop de choses techniques. Je sais pas où ça s'est. Je sais pas où ça s'est. Sur le côté, mais attends, peut-être ça va être assez long. Voilà. Ah, écoute, je vais les passer moi. Comment tu vas passer? Il faut que tu me dises. J'ai peut-être un peu. Non, ça marche. Ah, bah ça marche aussi. Voilà, Nolde, là, vous pouvez voir vraiment en voyant les images. Vous voyez, ça, c'était un peu le symbole de l'art dégénéré. C'était un tableau. Angela Merkel elle avait mis une œuvre de lui dans son bureau parce que c'était le symbole de. En fait, on a découvert il n'y a pas si longtemps, et j'ai vu l'expo où ça a été montré, que en fait, pour plaire aux nazis, il avait changé de style parce qu'il voulait absolument se faire reconnaître par les nazis. Donc, comme il était catholique et c'était pas trop d'origine danoise catholique, vous voyez, la figure christique, il a introduit des figures de vikings pour, vous voyez ce que vous voyez à droite. Et donc, il a abandonné complètement l'art dégénéré et ses œuvres n'étaient pas connues. Ça n'a pas suffi à le faire reconnaître et en fait, il a été complètement banni en 1942. Et donc, il s'est fait passer, on avait l'idée que c'était vraiment un artiste dégénéré, maudit, voilà. Et donc, vous voyez, donc une révélation qui change, et les ensembles d'œuvres qui changent complètement l'image qu'on a de l'auteur. Alors, le deuxième axe, celui de la ressemblance, c'est l'idée qu'il y a un lien entre la morale de l'œuvre et la moralité de l'auteur. C'est un lien. Alors, ça peut être la morale de l'œuvre, ça peut être le style. Hein. Souvent, on dit le style, c'est l'homme. Hein. C'est l'homme à l'époque. Donc ça, c'est une notion très 18e. Donc, et en fait, la personne, du point de vue de la propriété littéraire, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus le style que le contenu, parce qu'on on est resté sur l'idée que les idées appartiennent à tous. Et donc, ce qui va différencier la valeur symbolique et donc ce qui est appropriable, c'est le style, la forme en fait de l'expression. C'est ça qui peut être poursuivi en cas de plagiat et pas
pas tant le contenu, c'est pour ça que les universitaires sont très peu protégés du plagiat, contrairement aux écrivains. Voilà. Et donc du coup, à cause de ce rapport très personnalisé entre l'œuvre qui est très lié au romantisme, qui a affirmé l'individualité de l'auteur contre la société, on suppose qu'il y a des rapports entre l'œuvre et la vie. Et donc, il y a un ensemble de rapports possibles qui sont intéressants à explorer, que la critique littéraire explore, bon, la critique génétique par exemple, et donc ça va, c'est ça peut être revendiqué et assumé dans les genres autobiographiques, le journal intime, l'autobiographie, même l'autofiction, même s'il y a une dimension fictionnelle, l'autofiction revendique quelque part, affirme que une partie au moins des faits sont la réalité, donc c'est ce que le jeune appelle le pacte avec le lecteur. Mais le rapport entre la vie et l'œuvre, il peut aussi exister de manière masquée dans la fiction, hein. Quel écrivain n'a pas utilisé des scènes de sa vie, ou de son expérience ou de son entourage dans l'œuvre. Et donc, ça peut être plus ou moins masqué. Bon, le fameux Madame Bovary, c'est moi, bien sûr. Et on peut difficilement penser à un écart plus grand entre Flaubert et Madame Bovary. Et donc, on se demande c'est quoi. Et donc, ça intrigue. C'est peut-être une phrase apocryphe, on ne sait pas, puisque ça lui est prêté. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est qu'il y a, surtout dans la littérature moderne, cette démarcation qui s'est opérée entre auteur, narrateur et personnage. Euh, le narrateur jusqu'à Balzac, c'est encore l'auteur qui parle à ses lecteurs. Donc, il n'y a même pas cette dissociation. Et avec Flaubert, ça introduit cette distinction entre l'auteur et le narrateur. C'est peut-être pour ça que dans la littérature, ce rapport-là est le plus complexe, d'une certaine manière, par rapport à d'autres arts. Euh, alors, ça crée un espace de jeu pour l'auteur et aussi un espace interprétatif du point de vue de cette question des rapports entre l'œuvre et l'auteur, parce qu'il y a le rapport métaphorique, allégorique, le déplacement, les usages ambigus du jeu, je vais en dire un mot. Voilà, donc là, c'est l'exemple de l'écriture de soi, le journal intime. Dans le journal intime, là, c'est vraiment au jour le jour. Donc là, évidemment, ça peut être stratégique, on ne dit pas tout. Hein, qu'est-ce qu'on dit exactement dans un journal intime? Il y a des journaux, des mémoires littéraires, il y a des journaux qui sont comme Anne Frank, plus des témoignages sur des situations extrêmes. Donc, on peut aussi réfléchir à comment ce genre est utilisé. Mais évidemment, il y a le cas des journaux de Max Neff où il y a quand même eu certains pour dire oh, ben, c'était de la littérature, on s'est dit que c'était de la fiction. Alors que là, le pacte, il était très clair, c'était des journaux, et des journaux qui non seulement racontaient ces exploits avec des gamines, mais en plus faisaient l'apologie de la pédocriminalité. Donc là, il n'y avait aucun doute. L'idée que c'était, en plus, ils venaient avec des gamines sur les plateaux télé, donc il n'y avait aucun doute. Et donc, c'est rétrospectivement, quand c'est devenu problématique, d'ailleurs, il y a la fameuse scène qui est ressortie au moment de l'affaire Matzneff avec Denise Bombardier, qui est la seule à dire dans cette émission, mais moi, dans mon pays, ça, c'est considéré comme un délit enfin, et elle dit, les jeunes filles ces jeunes filles sont flétries par cette relation, et tout le monde lui rit au nez, y compris une femme qui est sur le plateau, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Et Pivot, Hilar, dit alors à Betzneff, alors vous êtes un éducateur sexuel, en pleine, enfin voilà, émission télévisée. Et il a fallu donc le témoignage de Vanessa Springora avec le consentement pour que il y ait une prise de conscience collective, mais je pense aussi que le livre de Vanessa Springora, alors elle dit qu'elle avait commencé à l'écrire avant MeToo, mais je pense que alors MeToo a rendu possible ces voix s'exprimer et a permis à beaucoup, on sait, d'exprimer ces victimes d'exprimer ce qu'elles avaient vécu, ce qu'elles avaient ressenti, et c'était ce qu'on ne connaissait pas, parce qu'on ne connaissait pas la voix des victimes. Il y avait quelques juges qui avaient pu entendre quelques victimes, et encore, puisque la réalité, loin d'être entendue au sens réel.
Et donc, on voyait cette évolution, ça peut passer aux écritures de soi, l'autobiographie qui a plus une distance parce que on revient plutôt sur le passé, donc il peut y avoir un écart entre le narrateur, puis l'adulte et la période de l'enfance. Il y a évidemment et c'est aussi pour parler de choses parfois tabous, comme si le grain ne meurt de Gide, qui parle de l'homosexualité à une période où c'est complètement interdit. Et voilà, donc je ne développe pas, je pense que vous connaissez un peu tout ça. Je voulais juste donner l'exemple de Houellebecq, où là on voit le jeu avec le jeu. Donc il va utiliser le jeu intradiégétique, hein, une narration à la première personne par un personnage, et il va jouer sur des sortes de proximités et différences entre le personnage et lui-même, à tel point que quand il est poursuivi, pas du tout pour son roman Plateforme, mais pour une déclaration dans la presse, euh, en défense, on s'empresse de dire ah, c'est la littérature qui est attaquée, vous voyez, même Salman Rushdie se mobilise pour le défendre, mais en fait, il n'est pas du tout poursuivi pour son roman. Euh, euh, et donc, le roman, on connaît que c'est une fiction, mais en même temps, il y a une belle analyse que je cite de Jérôme Mézot qui montre que c'est quand même, ça joue sur la forme du roman à thèse, tout en étant une parodie du roman à thèse, parce qu'il il y a quatre points de vue différents, personnages différents qui tiennent des propos islamophobes qui ne sont jamais contredits dans le roman, et en même temps, on est toujours dans le double registre qui fait que ça peut être un pastiche ou une parodie de roman à thèse. Et donc, sur le rapport entre l'œuvre et l'auteur, du point de vue biographique, je dis toujours dans ces polémiques, souvent on essaie de dire mais ça n'a aucun rapport, enfin, ceux qui défendent la position esthète, on ne peut pas lire les œuvres au point de vue de la biographie de l'auteur. Ben, souvent, c'est l'auteur lui-même qui nous rappelle qu'il est dans l'œuvre quelque part. Et je donne l'exemple là que j'accuse de Polanski. On pourrait penser qu'il n'y a rien à voir entre un film sur l'affaire Dreyfus et la biographie de Polanski, à part le fait que, évidemment, c'est un rescapé de la Shoah, mais du point de vue de la période, du point de vue de Dreyfus est un militaire, il est innocent. Et quand même, dans le dossier de presse, il y avait un entretien avec, comment il s'appelle, Bruckner, je crois, où Bruckner lui dit ah, mais est-ce que ça vous évoque des choses dans votre vie et donc, lui, il fait allusion et lui, il dit oui, oui, ça évoque. Alors, il reste vague, donc suffisamment pour que tout le monde en parle, mais ce qui on se dit qu'est-ce que ça peut évoquer. Ça peut évoquer l'innocence, hein, parce que c'est le combat pour la reconnaissance de l'innocence. Or, lui, il a été condamné pour un viol qu'il a reconnu. Un viol sur une gamine de 14 ans dans un cadre professionnel qui venait pour une séance photo. Donc le rapprochement, il est choquant, mais c'est pour dire que même il n'y a pas de lien direct a priori entre l'œuvre et l'auteur, l'auteur, il nous rappelle que ce n'est pas complètement anodin. Et puis, la question des personnes, enfin, voilà, je donne l'exemple de Wagner parce que la musique peut paraître un genre complètement abstrait où il n'y aurait pas du tout de thèse, d'idéologie. Et il y a un travail remarquable fait par le plus grand spécialiste de Wagner qui a repris tout le dossier intégralement, un musicologue, hein, c'est pas un historien de la musique, et qui est arrivé à la conclusion que si la musique pouvait être antisémite, alors déjà, les opéras de Wagner avaient déjà été, c'est Adorno qui avait déjà pointé qu'il pouvait y avoir, qu'il y avait des personnages antisémites dans l'œuvre, mais le spécialiste dont le nom m'échappe explique que même il a analysé même certains motifs où il montre que des thèmes juifs dans la musique sont ironisés, parodiés, et donc on peut saisir ça. Alors, comment est-ce qu'on peut le penser, ce rapport entre l'œuvre et l'auteur du point de vue de la biographie et du point de vue de la personnalité? Moi, j'utilise là la sociologie de Pierre Bourdieu avec l'idée de l'habitus et de la trajectoire sociale individuelle et collective, qui peut être voilà, familiale, générationnelle, nationale. Et puis, j'articule ça avec les stratégies de l'auteur dans le champ de production culturelle.
Mais pour moi, ce qui est important, c'est que la forme, elle peut, enfin voilà, un écrivain, il ne produit pas tout seul, il est dans un champ, dans un espace, il y a des formes qui s'offrent à lui, il y a des thèmes qui s'offrent à lui. Le thème de l'adultère chez Flaubert, ce n'est pas un thème original, tout le monde parle de l'adultère à cette époque, mais c'est la forme de Flaubert qui est originale, mais c'est aussi la manière dont il va traiter le sujet. Et la manière dont il va traiter le sujet, ça implique des dispositions éthico-politiques, ça implique une vision du monde. Et ça, c'est en lien quand même avec l'habitus de l'auteur. Et c'est en ce sens que je pense qu'on peut, voilà, chez Houellebecq, plateforme, ça a quand même à voir avec la vision du monde de l'auteur. Et puis la dernière dimension d'identification entre œuvre et auteur, c'est la causalité, c'est-à-dire que du point de vue du droit, par exemple, devant un tribunal, on considérera que l'auteur est la cause de l'œuvre qui est incriminée, c'est-à-dire qui est l'acte répréhensible. Alors, je ne vais pas rentrer là dans le débat sur finalisme et causalité, mais enfin, parce que généralement on les oppose, mais simplement pour dire que on peut, avec le philosophe Davidson, dire que les raisons sont des causes et que donc il peut y avoir une causalité interne, c'est-à-dire l'intentionnalité de l'auteur peut être considérée comme une cause de l'œuvre, ce qui est fait du point de vue des tribunaux, parce que la question toujours dans un tribunal, vous avez deux questions, c'est est-ce que l'accusé a commis l'acte reproché et est-ce qu'il l'a commis intentionnellement. Ce qui est une question importante, par exemple, dans l'affaire comptable, puisque c'est reconnu qu'il commet un meurtre, mais ce n'est pas un meurtre intentionnel. Et donc là, du point de vue de l'auteur, étant donné, en tout cas dans les tribunaux français, c'est très très rare qu'on puisse considérer qu'une œuvre n'est pas intentionnelle. Il y a un petit peu ça dans le procès de Flaubert, parce qu'il reçoit une sorte de blâme dans son jugement, parce qu'on reconnaît que, on reconnaît que son avocat a réussi à faire croire au tribunal qu'il a fait erreur dans sa méthode, hein, dans sa méthode réaliste. Vous avez étudié le procès, c'est assez drôle à voir, alors que son intention a été évidemment de montrer les effets nocifs des lectures sur une jeune fille d'origine modeste à qui ça a donné des ambitions de s'élever au-dessus de cette condition. C'est ce qu'on appelle en droit un plaidoyer de connivence avec les valeurs du jury, qui donc, bon, évidemment, il y avait aussi le statut social de Flaubert qui aidait, et donc il y a ce blâme qui est dans le jugement. Mais donc, dans ce cas, c'est comme s'il a été dépassé et il n'avait pas l'intention de faire ce qu'il a fait. Mais souvent, en fait, donc, oui, c'est ce que Paul Fauconnet, qui est un sociologue durkheimien de l'époque de Durkheim, du droit, avait théorisé en distinguant responsabilité objective et subjective. Mais en fait, de fait, il y a toujours des limites à l'imputation intentionnelle aussi, parce qu'il peut y avoir une dénégation de l'intention. Moi, j'ai travaillé sur les procès d'épuration et il y a plein d'auteurs qui disent bah non, mais moi, j'ai pas du tout trahi la France, moi c'était les valeurs de la France, même si j'écrivais en faveur de la politique de collaboration avec les nazis, c'était en faveur de la France, je ne voulais pas du tout servir l'idéologie, le pouvoir nazi en France, mais de fait, c'est ce qui se passait. Et puis, il y a la question aussi des influences. Certains ont dit, ah ben moi, j'étais influencé par d'autres. Donc, c'est une manière de se déresponsabiliser. Mais alors, il y a aussi une autre question qui est celle de la réception, qui peut être différente des intentions. C'est-à-dire, on peut avoir une intention et puis la réception va être différente. Et là, j'évoque quelques cas, si vous avez vu. J'évoque ce cas qui est, je dirais, presque extrême d'un écart entre les intentions et la réception. Cette performance de Brett Bailey qui s'intitulait Exhibit B. Moi, je l'avais vu à Avignon, en fait, avant le scandale. Et je ne savais pas ce que c'était. Enfin, je suis allée voir ça. Tout le monde ressortait de là en larmes. Enfin, il y avait aucune ambiguïté, sur aucune connivence, aucune. Et puis, si vous regardez, c'est vrai que c'est terrible à voir, mais bon,
si vous regardez le regard de cette femme, donc il y a le miroir qui permet de voir l'accusation dans son regard, c'est-à-dire que tout ce qui passait avait ce regard accusateur qui revenait vers eux, vers elle et eux, et puis ça se terminait sur les migrants renvoyés dans des avions, donc avec l'idée de la continuité postcoloniale, et à la fin il y avait des textes des personnes qui ont accepté de performer ce- donc cette reconstitution des expositions universelles où on mettait des personnes dans des situations comme celle-là. Et donc, il n'y avait pas d'ambiguïté sur la question. Mais après, quand c'est venu à Londres, là, vous voyez euh, la manifestation, avec l'idée. Bon, il y avait deux arguments. Touche pas à mon histoire, donc la question de l'appropriation culturelle. Et puis l'autre question, c'était de remettre les personnes qui avaient été racisées, esclavagisées, dans des situations passives, alors que, et c'est une manière de dénier le combat et la lutte qui avait eu lieu contre ces formes d'esclavagisme et d'exploitation. Et beaucoup n'avaient pas vu en fait la performance. En fait, ils disaient nous on veut pas aller la voir en fait. Donc, vous voyez, un écart très fort entre intention. Et en même temps, on peut se dire, quand en France, ça a commencé les manifestations quand c'était à Saint-Denis. Et c'est intéressant parce que ça posait plein de questions intéressantes. C'est-à-dire à Saint-Denis, c'est pas la même chose qu'à Avignon en termes de population qui va autour. En plus, le théâtre à Saint-Denis, c'est pas la même population que ceux qui vont au théâtre, c'est pas ceux qui résident aussi. Donc, ça peut soulever plein de questions, et aussi sur la place des acteurs noirs dans le théâtre français. Enfin voilà, ça a soulevé plein de questions qui étaient vraiment importantes. Donc, c'est pour dire aussi que ces débats, quoi qu'on pense du fond, ils ont une vertu, enfin voilà, de faire apparaître, de faire émerger des choses qu'on a mises de côté. Je donne l'exemple d'Orelsan qui doit vous être assez familier, où là, c'est un cas où justement, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que, bon, là l'intention, lui, évidemment, il dit que c'est un personnage de fiction qu'il joue, mais le problème, c'est que là, c'est le corps de l'auteur. Là, on a un télescopage, moi je parle que des auteurs et pas des interprètes. Mais là, c'est l'auteur qui incarne par corps, en fait, son personnage de fiction. Donc, il y a une sorte de télescopage très fort, même si c'est un personnage de fiction, même si lui-même, il n'a pas fait l'objet de condamnation pour violence à l'égard des femmes. Et en même temps, bon, le jugement, je ne sais pas si vous l'avez travaillé ensemble ici dans ce séminaire, mais le jugement est assez stupéfiant sur les préjugés que ça peut avoir sur la jeunesse qui aime le rap. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ce que ça alors, il a été relaxé, malgré les poursuites par l'association féministe. Alors, c'est intéressant, si on va jusqu'au bout, je n'ai pas analysé jusqu'au bout dans le texte, mais c'est vrai que le texte, un des textes sur lequel il est poursuivi, en fait, il veut tuer sa femme, mais en fait, c'est une lettre qu'il lui écrit. Le clip, si vous regardez, il est sur une plage, et il lui lit une lettre qu'il veut lui écrire, donc il n'est pas en situation d'agression. Donc, il y a une sorte de mise à distance, mais bon, en même temps, voilà, il y a le propos, et puis le propos terriblement choquant de je vais te Marie-Trintignant. Voilà, donc bon, il a fait amende honorable, ça c'est aussi intéressant de voir les évolutions par rapport à ça. Et ça pose aussi la question des formes de complaisance, parce que quand on fait rire avec ça, est-ce que c'est de la catharsis ou est-ce que c'est de la complaisance? C'est complexe, c'est un débat complexe. Ça peut être les deux à la fois, mais c'est complexe. Mais en même temps, on n'a jamais ça sur les dizaines de scènes de viol qu'on a dans la littérature. Enfin, je ne sais pas, vous prenez Easton Ellis, enfin, les violences sur les femmes, même les crimes dans la littérature, enfin, c'est jamais poursuivi en tant que tel, tant que c'est de la fiction. Enfin, voilà. Alors ça, je saute. Donc là, je vais synthétiser la deuxième partie parce que je pense qu'on va discuter plus des affaires, vous les connaissez, mais pour dire en fait ces affaires, elles prennent la forme d'affaires de polémiques du point de vue de ce qu'on décrit comme sociologie des affaires, hein. Et avec la question, faut-il censurer les auteurs en raison de leur conduite en tant que personne?
peut-on les récompenser pour leur œuvre sans tenir compte des agissements ou attitudes de la personne? Et doit-on procéder à une réévaluation du canon? Ce sont trois questions différentes, hein, ça ne se retrouve pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on peut dire que, bon, on ne veut pas annuler complètement des œuvres, mais on ne va peut-être pas c'est pas le moment de donner un prix à Polanski, par exemple, au moment où le milieu cinématographique est en train, même si on ne peut pas que censurer son œuvre, le fait de le récompenser politiquement. Alors c'est intéressant, je dis ça entre parenthèses, là, j'ai parlé avec, après le livre, une amie qui est dans le milieu du cinéma, qui est scénariste, et qui a lu le livre et qui a dit qu'elle, elle m'a dit, dans une conversation téléphonique, elle a dit qu'elle avait voté pour Polanski, pour le prix. C'est un vote, c'est très complexe, on ne sait pas exactement qui vote. Et elle m'a dit, mais en fait, c'est intéressant parce que ce que tu dis sur le collectif, en fait, quand on vote individuellement, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de discussion. Et pourtant, elle est très dans ces instances. Hein, et donc, moi, j'ai voté, elle dit, et puis c'est pas du tout, enfin, voilà, c'est une femme lesbienne, elle n'est pas du tout dans les normes. Et elle a dit, moi, j'ai voté pour le meilleur film et avec les meilleurs acteurs. Enfin, voilà. Elle aurait pu voter pour les meilleurs acteurs et pas le réalisateur, mais bon. Et donc, mais ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé, c'est de dire que c'est la modalité du vote qui, pour elle, avait fait qu'il n'y avait pas eu cette concertation, cette discussion sur ce qui se passe dans le milieu, enfin, ce qui doit se passer dans le milieu cinématographique. Donc, elle ne l'avait pas considéré comme ça. Alors, l'opposition idéale typique dans ce débat, ça a été entre les esthètes et les moralistes. Hein. Les esthètes prônent la séparation de l'œuvre et de l'auteur, et les moralistes affirment qu'ils sont indissociables. J'essaye de montrer que c'est toujours un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les esthètes ne sont pas toujours vraiment des esthètes et qu'ils ont des arguments pour défendre aussi les agissements de Polanski. Parce que quand Finkielkraut vient vous expliquer que cette jeune fille n'était pas impubère et qu'elle avait un petit ami, c'est vrai, ça justifie tout à fait qu'elle soit violée quand elle a 13 ans par quelqu'un qui l'a fait venir pour un casting. Donc là, l'argument esthète, bon, voilà. Et puis, les moralistes qui disent qu'ils sont indissociables, on a tenté de réduire ça à la moraline, hein, c'est très français ça, de considérer que, voilà, il ne faut pas faire de la c'est cette histoire depuis Flaubert, mais ce n'est pas du tout la même chose de reprocher à Flaubert de parler de l'adultère ou de l'émancipation d'une femme, parce qu'il y a d'un point de vue féministe, enfin, il y a une lecture, d'ailleurs Baudelaire fait une lecture féministe de Flaubert, et de rapprocher ça d'un auteur qui va utiliser son statut d'auteur pour abuser de gamines par la force ou même par le pseudo-consentement comme Max Neff. Et alors, pour différencier les cas, ça, c'est pas vraiment dans le livre, mais ça permet de synthétiser ce qui est justement tous les cas que je traite dans le livre et aussi ceux que j'ai ajoutés dans la postface. Donc, on peut dire que on peut les différencier selon la nature. Enfin, c'est assez dans le livre, mais là, si vous voulez, je synthétise plus la nature et la gravité des actes. Donc, qu'il s'agisse du comportement répréhensible avec Polanski, Matzneff, de la prise de position idéologique, dans les cas que je traite de Blanchot, Heidegger, Jauss, Demann, Maurras, Francke. Puis la deuxième question, c'est le rapport entre les engagements ou les actes et l'œuvre. Donc, les cas des engagements, donc, ça se pose la question de. Je traite oppose Maurras et Blanchot et Grasse. Blanchot et Grasse pour exprimer des regrets, qui sont des engagements de jeunesse, ils se sont rétractés et ils ont fait une sorte aussi d'amende honorable dans leur œuvre, qui est une sorte d'œuvre de réparation, on peut dire. Et puis, entre les deux, je situerai à Heidegger, où il y a une dimension idéologique qui a été longtemps euphémisée, qui est ressortie clairement dans les cahiers noirs. Il y a le problématique aussi de Jauss et de Demann sur qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont eu des engagements passés
qu'ils ne sont pas rétractés, ils ne sont pas, n'ont jamais reconnu leur culpabilité. Grâce, personne ne lui a demandé, il l'a fait de lui-même sur le tard, mais il l'a fait. Il n'avait pas, d'ailleurs, c'était pas le même ordre que l'engagement de Gauss, qui était un officier de la SA pendant 5 ans et qui est sans doute responsable de crimes de masse en Croatie. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait de ces engagements passés? Et puis, si on prend en considération le rapport entre les actes répréhensibles d'un auteur comme Polanski et Matzneff, on peut dire, bon, il y a toute une polarité entre Matzneff, là, il y a une quasi-identité entre les actes et les écrits, hein, donc il n'y a même pas de question. Et de toute façon, si ces écrits sont parus, ça n'était dû qu'à une tolérance à l'égard de la littérature, considéré comme de la littérature, parce que c'est complètement criminalisé, c'est interdit par la loi. C'est publier ça. Donc, c'était une forme de tolérance par rapport à la loi existante. Mais la loi ne suffit pas, hein. Je veux dire, pour moi, je ne me retranche pas. Je pense que c'est pas si simple, parce que la loi, c'est aussi, on sait très bien que le viol conjugal, il n'est reconnu que depuis 90, et c'est pas pour ça qu'avant, c'était pas un viol. Donc, la loi en tant que telle, c'est aussi des luttes sociales pour faire reconnaître. Bon, à l'époque de Flaubert, l'adultère, c'était considéré comme quelque chose comme un crime. Bon, aujourd'hui, c'est plus considéré comme ça. Donc la loi, elle évolue aussi, et ce sont les luttes sociales qui font évoluer la loi. D'ailleurs, MeToo a beaucoup contribué. La question de Vanessa Springora avec le consentement a beaucoup contribué à faire évoluer aussi la loi, à réfléchir à l'âge reconnu de consentement. Voilà. Mais donc, entre Matzneff et Polanski, où là, on ne voit pas de rapport direct immédiat, en tout cas, c'est pas littéral le rapport à la biographie. Donc là, on a toute une gamme qui pose la question de comment est-ce qu'on analyse ces rapports entre l'œuvre et l'auteur. Alors, entre les deux, ça ajoute deux affaires que j'ai ajoutées en postface qui n'étaient pas là dans le premier, qui n'étaient pas, au moment où j'ai écrit le livre, elles n'avaient pas encore émergé, donc elles sont apparues après. Et c'est pour ça, mais maintenant, dans l'édition que j'ai faite pour la version anglaise qui va sortir, je les ai intégrées vraiment dans le livre, et c'est plus en postface, et en fait, ça rentre très bien. Sauf que ça soulevait une question supplémentaire et qui est intéressante. Je vais en dire un mot tout de suite, celle de la question du mode de production des œuvres, dans la question du rapport entre l'œuvre et l'auteur. Donc l'affaire Lévesque et l'affaire du MeToo cinéma français avec la dénonciation de Jacot et Doyon par Julie Dupont-Vache. Et puis, il y a les enjeux de la consécration, hein, ce qu'on a déjà dit. Est-ce que les récompenses, les prix doivent être accordés, Ranke, Polanski. Il y a eu le débat sur les commémorations. Est-ce qu'il faut commémorer Céline ou Maurras, avec l'idée que c'était des historiens tout à fait respectables qui étaient dans cette commission et qui ont dit commémorer, c'est pas célébrer, on va appeler ça commémorer. Enfin, quand on commémore la date de naissance de Céline, c'est quand même la date de naissance de Céline ou de Maurras. Donc, c'est quand même la personne. C'est pas Voyage au bout de la nuit. Et donc, ça pose quand même une question de qu'est-ce que ça veut dire. Ils ont dit oui, mais c'est l'histoire, ça appartient à l'histoire. Mais est-ce que l'histoire doit se faire à coup de commémoration, hein, voilà. Est-ce que c'est l'État qui doit faire l'histoire? Et puis, il y a la question du canon. Qu'est-ce qu'on maintient dans le canon? Est-ce qu'il faut relativiser le canon? Est-ce qu'il faut effacer du canon Heidegger, Wagner ou pas? Alors, juste un mot donc de ces deux affaires, le cas de Lévesque, comme ça vous voyez aussi les images. Donc, le rapport avec les actes, évidemment, à partir du moment où on les connaît, ces actes, il y a beaucoup d'œuvres plus abstraites que ça. Mais quand vous voyez l'usage de la main des enfants, là, dans Chute, des doudous, où il a toujours dit c'est des cadeaux personnels, les photos des enfants, et quand vous voyez cette photo, alors là on ne la voit pas bien parce qu'il y a contre-jour, mais c'est terriblement frappant cette photo parce que quand on la voit sans. En fait, il se faisait confier, ça c'est les voyages au Cambodge, il se faisait confier des gamins
par les familles en utilisant son statut d'artiste, en disant il en faisait ses assistants, il les emmenait en week-end, ou il les emmenait là, il les emmenait au Cambodge. Voilà, il abusait de ces gamins. Il a été dénoncé par un ancien, une ancienne victime, enfin Serge Pollon, qui est lui-même artiste. Et du coup, cette image-là, par exemple, plus la regarder de la même manière quand on a en tête ce qu'il a fait. Et ça, c'est frappant, c'est-à-dire on ne peut plus la voir de la même façon. Euh, et, hum, et alors, c'est poser la question, présomption d'innocence, et qu'est-ce qu'on fait avec les œuvres des musées se sont posé la question. Moi, j'ai été même interviewée par le journal de Genève, parce que Folon habite à Genève, ou la Tribune de Genève, je ne sais plus. Qu'est-ce que font les musées? Alors, le musée de Mampo de Genève avait décidé de retirer les œuvres. Ce n'est pas les détruire, hein, c'est les retirer, c'est les mettre dans des caves et d'attendre le verdict. Et l'argument, c'était aussi que voilà, c'est la ville de Serge Folon. Donc lui, en fait, Serge Folon ne demandait pas ça, hein, ne demandait pas le retrait. D'autres, évidemment, ont dit non, non, on maintient les œuvres, présomption d'innocence. Il y a eu le clash aussi, le débat avec Art Press, Catherine Millet, qui était à la tête de mais il y a eu un débat interne parce que la jeune génération de leur presse était très mécontente qu'il y ait eu cette pétition qui ne reflétait pas leur idée. Et il y a eu l'affaire de la mairie de Montreuil, de l'œuvre qui est à Montreuil, qui a été éteinte par décision. Et puis finalement, à la suite d'un débat citoyen, elle a été rallumée parce que les citoyens, enfin les résidents ont fini par dire bon, maintenant on a discuté, on comprend, on sait ce qui s'est passé. Malgré tout, cette œuvre nous appartient et elle nous manque, le fait qu'elle soit là. Et puis, ça pose plein de questions au niveau étatique. Mais de mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est que le débat a eu lieu, que tout le monde est informé, en connaissance de cause. Ce qui est intéressant pour moi dans ces affaires, c'est plus le débat argument plutôt que la solution en soi, c'est une convention. Bon, voilà. Euh, euh, mais euh, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit les résidents eux-mêmes. Et oui, et l'État, ça pose plein de problèmes, parce que si l'État a acheté une œuvre, eh ben, il est engagé, en fait, à la mettre en valeur. Et sinon, ben, c'est dans le contrat, donc ça pose un ensemble de problèmes juridiques complexes. Et puis, voilà, l'affaire Judith Godrèche, Benoît Jacot. Donc là, c'était une relation soi-disant consentie quand elle était gamine de 14 ans. Il y a eu tout un débat, j'évoque, je pense que ça vous est familier, donc ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail, mais il y a eu quand même tout un débat sur le cinéma d'auteur que je voudrais évoquer, parce qu'on a dit, ah, mais c'est le cinéma d'auteur. Parce que, voilà, la relation personnalisée avec les acteurs. Alors, il est vrai que le cinéma d'auteur, à cette époque, notamment Jacot et Doyon, ont introduit dans le cinéma ces actrices mineures, et notamment Judith Godrèche. Ils appelaient ça de la chair fraîche. Hein. Chair fraîche. Chair fraîche au cinéma, mais bon, chair fraîche aussi pour alors, ce qu'on peut se dire, c'est que, évidemment, ce n'est pas spécifique au cinéma d'auteur. L'affaire Weinstein, c'est pas du tout, c'est Hollywood, c'est pas le cinéma d'auteur. Depardieu, c'est pas le cinéma d'auteur. Enfin, c'est aussi les acteurs. Donc, c'est toutes les situations où les hommes sont en position de pouvoir et de pouvoir abuser. Mais ce qui est spécifique, je pense, dans ce cas, c'est le fait qu'ils vont recourir à des actrices très jeunes qui ne sont pas des actrices professionnelles, qui n'ont donc pas d'agent, donc pas de protection, qui sont manipulables parce qu'elles sont très jeunes et que bon, c'est leur d'un coup s'offre à elles la possibilité de faire du cinéma et qui donc n'ont aucune protection et donc qui pourront être facilement mises sous emprise. Donc ce n'est pas le cinéma d'auteur en soi, c'est l'abus d'une position par des hommes qui voilà, utilisent leur statut pour en venir à leur enfin, voilà, exploitation. Dans le cas de Matzneff, je parle d'une triple exploitation sexuelle, économique et symbolique, puisque en plus Matzneff il utilisait les lettres des gamines qu'il lui envoyait, comme à la fois faire valoir que ça combien elles étaient amoureuses de lui, alors qu'il les objectifie complètement, elles n'ont aucune consistance, dont on le voit dans le livre de Vanessa Springora, comment il
il écrit à sa place, c'était son devoir, alors qu'elle voulait lui montrer que, parce elle écrivait aussi ce qu'elle avait fait. Enfin, il y avait une dénégation totale de la personne, c'était un objet, quoi. Et c'est comme ça qu'il parle d'elle, hein. Elle n'existe, la manière dont, peu que j'ai lu, parce que je suis partie des œuvres complètes de Matzneff, mais on voit très bien qu'elle n'existe que par l'admiration et l'amour qu'elles ont pour lui. Mais en fait, ces lettres, donc ça lui sert à son propos, exploitation symbolique, ça lui sert aussi de couverture, puisqu'elle s'est montré qu'elles sont consentantes. Voilà, donc triple exploitation. Voilà, et je vais juste conclure pour dire que oui, je n'ai pas évoqué, mais on peut le faire dans la discussion si ça vous intéresse. J'ai été amenée un petit peu, on m'a demandé de parler à la radio de France Inter de l'affaire J.K. Rowling, que je ne veux pas complètement mettre dans le même, mais bon, il y a des choses intéressantes à interroger sur le rapport entre l'auteur et l'œuvre, dans son cas. Donc voilà, donc pour conclure, est-ce qu'on peut dissocier l'œuvre de l'auteur? Alors bon, on m'a dit que c'était pas une réponse de dire que oui et non, mais de fait, de fait, je vais terminer avec un exemple. Oui, parce que de fait, on le fait tout le temps parce qu'on ne sait pas. Par exemple, l'Académie Goncourt a récompensé il y a 2 ans Jean-Michel Maulepoix, le poète, par le prix Goncourt de poésie. Et là, 2 ans après, l'année dernière, on a appris qu'il est en procès pour donc, violences à l'égard de son épouse. Dans son procès, bon, il a essayé de faire valoir son statut de poète. Alors le juge lui a dit: Monsieur, ici, vous n'êtes rien. Vous êtes juste un homme qui est poursuivi pour avoir violenté sa femme. Et lui, il essayait de dire, il s'est dit: je me nourris de cette violence, donc, pour sa poésie. Donc c'est lui, encore une fois, qui ramène l'œuvre. Et puis tout d'un coup, donc, il a un volume sur le bleu. Et tout d'un coup, eh ben, le bleu et les bleus sur le corps de sa femme, vous voyez, voilà, donc il se nourrit de ça. Mais que fait l'Académie Goncourt dans ce cas? Parce que au moment où on attribue le prix, on ne sait pas, on a discuté parce qu'on ne savait pas. Et qu'est-ce qu'on fait a posteriori, enfin, voilà. Et ça a été même théorisé, parce que toute la théorie de la mort de l'auteur. Voilà. Et puis, non, du point de vue sociologique, on ne peut pas dissocier l'œuvre de son auteur. On ne peut pas comprendre l'œuvre sans son auteur. On ne peut pas non plus la réduire à la biographie de l'auteur, ni à spécifiquement les crimes ou les engagements de l'auteur, mais on ne peut pas non plus les occulter. Voilà, même Voyage au bout de la nuit de Céline porte la marque de racisme de Céline, hein, et on peut, il ne faut pas, enfin, ça a été trop longtemps occulté cette dimension. Et puis, surtout, ce que je conclus à la fin, c'est quelque chose que développe Thomas Hoffmann dans son dernier livre, c'est qu'il faut, en fait, dans ce débat, on a confondu tout le temps censure et critique. C'est-à-dire que dès que quelqu'un critiquait, moi je me suis retrouvée sur un plateau, c'était à propos de Richard Millet, où quelqu'un disait oui, il n'est pas lu, il est censuré, on est censuré. Je dis mais non, il n'est pas du tout censuré, et moi je l'ai lu. Et on a le droit de critiquer. Et c'est justement pour ça qu'il ne faut pas censurer. C'est parce que c'est ça la liberté d'expression. On dit on ne veut pas censurer pour pouvoir débattre, pour pouvoir critiquer et expliquer pourquoi quelque chose. Donc il y a la nécessité d'informer. Et puis, je conclue aussi sur la responsabilité des intermédiaires culturels, parce que ceux qui font les auteurs, ce sont les intermédiaires. Gallimard a décidé finalement de retirer, quand il a été informé qu'il y avait une information ouverte sur Matzneff, de retirer son journal en disant que le livre de Vanessa Springora lui avait fait prendre conscience de la souffrance des victimes, mais jusque-là, il publiait Matzneff, et Matzneff se plaignait parce que les avocats de Gallimard passaient au crible le texte pour que ça puisse passer, mais Gallimard le publiait, donc s'il existait comme écrivain, c'est aussi
le jury Renaudot l'avait récompensé pour un essai que je ne sais pas s'ils l'avaient lu, les membres du jury, qui contenait un essai sur une apologie de la pédocriminalité. Il a fallu une jeune journaliste de Slate pour décrypter le livre en se demandant mais est-ce qu'ils l'ont vraiment lu, quoi, parce qu'ils ont donné le prix à ce livre. Je m'arrête là.